DJ Snake, je le rencontre, je crois, ça a mis du temps, hein, je crois que j'ai dû le rencontrer 1 mois après avoir été embauchée. Et dans les bureaux, je me rends tout de suite compte que, après avoir eu, moi, toutes les expériences que j'ai eues, qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et là, t'avais Snake qui était en train de jouer son son, lui trop contente, c'est de se dire, bah ça y est, dans 2 minutes, on fait la surprise à Coachella où on ramène les plus grosses stars du moment. Et personne n'a jamais su ce qui s'était passé, mais moi, pendant 5 minutes, j'ai cru que c'est la grosse surprise allait être le plus gros flop de l'histoire. Salut Julie, bienvenue pour un nouvel épisode de Mauvaise Langue. Ça fait un paquet de temps qu'on voulait faire cet épisode. T'as attendu que je mette de la vidéo pour venir. Là, on voit bien que j'ai une star avec moi aujourd'hui. J'ai exigé la vidéo. T'as exigé la vidéo pour venir avec moi. Un an que je l'attends. Mais je suis pas la première, visiblement t'en as fait une ce matin, donc fais pas genre, c'est pour moi. Non, t'es pas la première, mais en tout cas, t'es vraiment la seule qui m'a dit non, moi je viens que quand il y a de la vidéo. Et ouais. Donc la vraie star. Bon Julie, pour ce épisode un peu à part, t'es pas la meilleure shooteuse à 3 points, tu fais pas de dunk, t'es dans un autre registre, même si t'es marié à un basketteur professionnel, Mathieu Wojciechowski, qu'on salue. Raconte-nous un peu, pour ceux qui ne connaissent pas, qui n'ont pas lu ton livre d'ailleurs, qu'on mettra en description. Raconte-nous un peu qui tu es et présente-toi s'il te plaît. Alors, je m'appelle Julie Acide, j'ai 44 ans, je suis entrepreneuse et manager d'artistes, d'un artiste en particulier. Ok, tu peux dire le nom ? DJ Snake. Ok, pas mal. Moi, je connais pas personnellement, mais je pense que les gens doivent connaître. Non, bien sûr, on rigole. On va beaucoup rigoler. En général, t'as le jungle qui arrive, tu sais. Ouais. Turn down. Ouais. On peut dire qu'on est amis, c'est pour ça qu'on va beaucoup rigoler. Ouais. Je me retiens déjà depuis 3 minutes. C'est vrai. Donc ça va tu vas réussir, c'est bon. C'est le début qui... Au pire, on coupe on va pas. y arriver. Donc voilà, entrepreneuse et manageuse, donc tu te qualifies exactement comme ça. Tu as d'autres artistes également. Avant de parler de tout ça, j'aimerais bien que tu me dises un peu où tu as grandi, début de ta vie, comment tu es arrivé là-dedans. Donc voilà, je sais que tu viens de Bretagne, une petite région sinistrée. Je viens d'un tout petit village en Bretagne. D'ailleurs, dans mon livre, il y a écrit Normandie et ma mère m'en veut encore à ce jour. Et pourquoi tu t'es trompée ? C'est pas moi qui me suis trompée, je sais pas comment c'est passé. Okay. Mais bon, tu vois comme quoi les erreurs, elles arrivent même jusqu'au dernier point de l'étape. Bref, je viens d'un tout petit village en Bretagne, je crois que c'est 400-500 habitants. Je suis allée au collège et lycée à Fougères, à côté de chez moi. Je prenais le bus pour y aller. Enfin bref, le truc, vraiment pas la citadine qui prenait le métro ou la voiture pour y aller. J'ai fait un bac pro, je sais même plus si c'était secrétariat ou compta. J'aimais pas du tout l'école, comme beaucoup de jeunes, je crois. Donc j'ai pas le truc bac plus 5, etc. Je voulais tout de suite partir de chez moi à 20 ans parce que je voyais que j'allais faire des petits boulots qui n'allaient pas me stimuler, on va dire. Donc à 20 ans, après avoir fait des jobs je vendais des téléphones chez Carrefour. Parce que je me suis quand même toujours débrouillée pour avoir des petits jobs. Tu vois, j'étais serveuse le week-end dans un club. Je me rappelle, j'ai fait plein de petits trucs, plein de petites conneries. Je suis partie à Paris à 18 ans où ma mère me donnait son chéquier pour me payer des appartements que je quittais au bout de 2 semaines parce que j'aimais pas. Enfin bref. T'as cru qu'elle te payait des appartements, non, vrais appartements, j'allais dire. Eh oui. Non. Non, mais si tu veux, j'avais envie de fuir mon petit village, mais sans vraiment savoir où aller. Et du coup, à 18 ans, quand je pars pour venir ici à Paris, c'était pour moi, tu sais, genre l'aboutissement d'une vie. Ouais, je suis à Paris, je suis à la capitale, alors qu'en fait, je savais pas du tout ce que j'allais faire. J'avais mais pas du tout de boulot. tu te poses pas ce genre de questions, tu te dis, je suis à la capitale. Ah ouais, moi, c'était let's go, on enchaîne, on trouvera bien un truc. Et ici, je crois que j'avais bossé, je me souviens même plus, mais je m'étais inscrite dans une boîte d'intérim et je faisais des jobs hyper lambda où je mettais 1h30 en métro et en RER pour aller au taf, alors que c'était être à une réception et décrocher le téléphone, ce que je détestais d'ailleurs. Je détestais parler au téléphone. Bref. Je fais ça et à 20 ans, mon père s'était installé à Ibiza et je décide d'y aller un été. J'ai peut-être sauté les étapes, non ? Non, franchement, c'est exactement là-dedans. Et ton père, d'ailleurs, on va en parler parce que c'est quelqu'un que je pense... tu peux en parler un peu de sa personnalité déjà parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont se rejoindre par rapport à ça. Je suis pas psychologue, hein, non, t'inquiète. Mais je pense que par son bagou, sa façon de parler, sa façon de savoir vendre, quand tu me dis je vendais des téléphones, je suis quasiment sûr que tu étais bonne là-dedans et ton père, tu vois, d'ailleurs, c'était hyper drôle parce que
tu sais, il y avait, je sais pas si ça existe encore maintenant, mais tu sais, à l'époque, tu avais le meilleur vendeur, etc. Et moi, j'étais, genre, tous les mois, j'avais les meilleures ventes. Il y a même des gens qui venaient, qui me disaient, c'est dingue, je venais pour faire mes courses, parce que tu sais, c'était vraiment le corner dans Carrefour. Et il y a des mecs qui me disaient, mais je venais pour faire mes courses, et je pars avec un téléphone. Ouais. Tu sais, c'est avec le forfait, donc avant, tu t'engageais et tout pour des mois. Enfin, c'est vrai qu'à l'époque, tu t'engageais vite pour 2 ans. Ah ouais, direct. Et moi, j'étais là en mode, mais non, mais si, il vous faut regarder, là. Bon, bref. Et ça, c'est vrai que je le tiens pas mal de mon père, qui était, avant de partir à Ibiza, il était directeur de vente dans une société de produits esthétiques, produits d'esthétique et d'entretien. Ok. Et du coup, moi, c'est vrai que je le regardais, j'étais tout le temps en mode, mais moi, je veux trop faire ce boulot-là. Il avait, la voiture de fonction, le téléphone, l'ordinateur, je sais pas, tout ce côté un peu. Il était en costume tous les jours. Patrick Abitbol dans La Vérité si je mens, quoi. Ouais, totalement, c'était totalement ça. Et moi, c'est vrai que je l'ai beaucoup regardé en disant, je veux faire ça. Ma mère était infirmière. Et pour le coup, même si j'avais beaucoup d'admiration pour son métier, je savais que c'était pas du tout fait pour moi. Et le côté business, par contre, de mon père me faisait vraiment vibrer. Je me disais, ouais, non, mais moi, je veux trop faire ça. Je sais pas, je le voyais avec ses fiches quand il allait au restaurant et tout. Je me disais, ouais, c'est trop bien. Ouais, tu manges au resto gratuit, tu fais des notes de frais. T'as des idées un peu... Et donc, quand tu vas à Ibiza, Ibiza, c'est une île qui te parle déjà? Non, tu penses déjà à la musique? Non, je connaissais pas. Et puis, pense qu'on était en 2000, donc t'avais pas les réseaux comme aujourd'hui, t'avais pas Internet. Je crois que c'était... Je me demande si même, tu sais, l'ADSL était même pas encore arrivé. Je fais vieille quand je dis ça, mais c'était réel, tu vois. Et donc, j'arrive là-bas, je sais même pas où... Je crois que j'avais vu un reportage à la télé, et je savais que c'était un peu genre l'île de la Fiesta, mais pas plus que ça. Et j'arrive sur place et mon père qui était déjà bien installé, il avait son taf, un taf plutôt cool, m'ouvre tout de suite les portes, tu vois, des endroits un peu sympas, mais en même temps me dit fais attention parce qu'ici c'est un peu l'île de tout, tu vois, c'est la drogue, l'alcool, etc. Bon bref, un papa quoi, normal. Et je reste une semaine, je rentre chez moi et là je me dis non mais... Faut que je dirais, j'y retourne. Oh, faut que j'y retourne. C'est chez moi. En fait, je me revois au lycée et je te promets que c'est vrai. Un jour, je suis en cours où j'écoutais pas et je crois que ça m'arrivait malheureusement souvent. Et je dessinais la façade d'un club. Ok. Et c'était le Jules. Okay. Aujourd'hui, si j'avais un club, je l'appellerais tellement pas comme ça. Mais je dessinais la façade d'un club et dans ma tête, je me disais, je sais pas si les gamins font ça encore aujourd'hui ou quoi, mais dans ma tête, je me disais, genre un jour, j'aurai un club où je travaillerai dans le milieu de la nuit. Ouais. Ce milieu-là me faisait vraiment. Mais c'est en allant à Ibiza que tu as eu cette envie-là? Non, c'était avant, c'était au lycée. Okay. Donc c'était bien avant que je sache que j'allais aller à Ibiza un jour. Après ton retour d'Ibiza, t'as pensé à ça? Oui. Okay. Je me dis, j'ai eu ce flash-là, je me dis, putain, rappelle-toi, Julie, quand t'étais au lycée, que tu dessinais et tout, genre. J'ai eu une espèce d'intuition de dire c'était peut-être l'endroit où il fallait que j'aille, tu vois, c'était peut-être pas à Fougères ou à Rennes que j'allais évoluer, c'était peut-être là-bas. Donc je dis à ma mère, je crois que je vais y retourner. Et je me rappelle avoir appelé mon père et lui dire papa, je crois que je vais revenir. Où là, lui, il se dit ok, mais tu vas faire quoi? Est-ce que ta mère est au courant? Et ma mère, elle, c'était non, j'allais gâcher ma vie, enfin, tu vois, tout ce que peut dire une maman protectrice au final. Bien sûr, ouais. Et aujourd'hui, tu vois, quand j'ai l'âge, j'aurais l'âge d'avoir des enfants, j'en ai pas, mais je me dis, waouh, ce que je lui ai fait à ma mère, quoi. Tu vois, à 20 ans. Tu comprends et t'aurais fait exactement comme elle, quoi. Laisse tomber. Surtout à l'époque, je crois que je sais même pas si je me serais laissé partir. Il n'y a pas FaceTime. Il n'y avait pas FaceTime, non. C'est-à-dire que quand je décide de prendre mon billet d'avion, c'était des charters à l'époque, parce que tu n'avais même pas tout ce, tu sais, EasyJet, machin, c'était pas comme aujourd'hui. Moi, je me pose pas de questions, mais c'est vrai que je pense pas à ma mère une seconde où je me dis, mais la pauvre, sa fille de 20 ans... Moi, tu te disais, elle me saoule. Ouais, moi, c'était, oh là là, elle me comprend pas, tu sais. Pourtant, à 20 ans, j'estimais ne plus être une adolescente, mais pour le coup, là, c'était un peu un move de... J'étais pas très consciente de ce que je faisais, je pense. Et quand tu retournes là-bas, du coup, t'as... Donc, les clubs... Je comprends un peu mieux parce que j'allais te demander pourquoi les DJ et pas la musique classique, pourquoi pas de hip-hop, Ibiza, tu vois, Ibiza bien sûr. Mais quand tu arrives là-bas, tu dis ok, je veux faire ça, mais t'as des plans, ton père il arrive à t'ouvrir un peu des portes de ce côté-là? Non, j'ai pas de plan parce que les clubs étaient inaccessibles. Mais quand je te dis inaccessible, c'est moi je te dis là je fais la belle en te disant je vais faire ça, mais je pouvais même pas y rentrer. Okay. Les tickets étaient hyper chers et en plus
moi je travaillais pas, donc forcément j'avais pas d'argent pour me payer les tickets d'entrée et mon père n'avait pas les connexions. Donc pour l'instant, les premières années, les clubs qui me faisaient rêver, je les vois mais devant. Tu vois, je passe devant et je me dis un jour peut-être. Ah, donc t'as pris des portes comme nous tous, quoi. Ah, mais comme tout le monde, bien sûr. Ouais. Et j'ai commencé en travaillant au Club Med d'Ibiza, qui est fermé depuis. Où je me disais mais qu'est-ce que je fous là, GM, tu sais, j'étais pas GM, je travaillais dans un petit service qui était indépendant du Club Med, mais bon, je voyais tous ces métiers là, je me disais non, c'est pas du tout ça. J'ai bossé dans je crois que c'est l'équivalent d'un cash loto, c'est pas ça, t'as les grossistes où ça me parle que le nom, ouais, où les restaurateurs et ça, ils vont faire leurs courses avec uniforme et tout. Je faisais de la mise en rayon. Mais moi, dans ma tête, mon but, il était clair. Je savais où je voulais aller, mais il fallait juste que... Tu sais pas comment. Non, je savais pas comment. Donc, du coup, comme il fallait de l'argent, il fallait que je fasse les petits boulots. Ouais, t'es un peu comme un joueur de basket qui va aux États-Unis. Il arrive aux States, mais il sait pas où aller. La NBA, il sait où est la salle, mais... Enfin, du coup, ça veut dire que l'équivalent de mon cash loto, c'est quoi comme club aux États-Unis? C'est jouer dans la rue. Non, t'as beaucoup de Français, tu sais, qui vont, ils sont dans des espèces de clubs de basket. On leur a vendu un projet université, mais là, je te parle encore des autres, enfin, tu vois. Et ils se rendent compte que c'est pas du tout ce qu'on leur a vendu. Alors toi, personne t'a rien vendu, non, pour le coup. Moi, personne pour le coup. Mais je vois le truc d'être si près, si loin, tu vois. Et donc, en fait, qui, au final, arrive à t'introduire un peu dans ce milieu? Moi toute seule, un jour, putain, vraiment je vais sembler vieille, mais tu sais, c'était les annonces de taf sur le journal. De toute façon, Julie, après 25 ans, on est vieux. On est vieux, donc t'es vieux, on est vieux, ok, c'est bon. Cool. Et je vois une annonce, le Space Beach Club, qui était un des clubs les plus connus à l'époque, cherchait une réceptionniste. Donc là je me dis, c'est bon, c'est la chance de ma vie. Alors, réceptionniste, pas du tout le métier que je pensais faire. Et puis en plus, c'est rigolo parce que tu vois, quand je te dis que j'ai fait un bac pro en secrétariat et compta, je voulais pas être comptable, je voulais pas être secrétaire, mais c'est juste qu'il fallait que je trouve un truc. Et comme j'étais un peu feignasse à l'école, je me suis dit, vas-y, ça doit pas être trop chiant, donc on va faire ça. Et quand je me dis, tiens, c'est rigolo, je vais quand même me retrouver à faire un job de réceptionniste, donc c'était un petit peu ce que j'avais étudié, entre guillemets. Et j'arrive, je pose mon CV, mais dans ma tête, moi j'avais l'impression d'être Einstein. Moi j'avais l'impression d'être meilleure que tout le monde. Ouais. Je sais pas pourquoi, tu sais, le fait de dire que déjà, moi je parlais déjà un peu anglais. En Espagne, ça parle pas trop anglais. Tu parles espagnol? Je parlais, ça faisait 4 ans que j'étais à Ibiza, donc ouais, je commençais à déjà bien parler espagnol et français. Donc déjà rien que pour ça, je savais que j'avais un truc de plus que les autres. Parce que vraiment, les gens ne parlent pas de langue. Et les Espagnols qui parlent en anglais, je ne sais pas si tu en connais, mais c'est... non, ça ne me dit rien. Ça fait mal aux oreilles. Désolée pour les Espagnols. Et donc, j'arrive dans les bureaux, et je pose mon CV, et le mec qui me réceptionne me pose des questions. Et je me dis, c'est bizarre et tout. Normalement, je voyais des gens qui posaient leur CV, et qui, tu vois, c'était juste ça. Et là, il me regarde, et puis il me dit, on t'appellera. Ok, alors je rentre chez moi, ça y est, je me dis c'est bon. Moi, dans ma tête, j'avais le job déjà parce que je me dis de toute façon, s'il me fait venir, j'aurai le job. Je peux appeler ma mère, j'ai réussi ma vie. Ouais, c'était un peu ça. Non, ma mère, ouais, bon, ça faisait 4 ans que j'étais là, ça faisait 2 ans qu'elle me faisait moins la tête. Mais pendant 2 ans, c'était compliqué quand même. Et donc, il m'appelle et le mec me dit carrément, tu sais, c'était les trucs typiques d'entretien. Pourquoi tu crois que je devrais te prendre toi plutôt que quelqu'un d'autre? Et là, je regarde, je dis, allez, vas-y, c'est la question de ta life. Ouais. Vas-y, réponds. Je lui dis, je pense que... qu'est-ce que je me rappelle, parce que je pense que si vous voulez que votre club, il évolue dans tous les aspects ici, c'est que vous avez trouvé la personne. Et le mec, il me regarde, il me dit, ok. Il m'assoit sur un ordinateur, il me dit... tu sais te servir d'Excel? Et là, dans ma tête, je me dis, putain, mes études de secrétariat, vas-y, Julie. Et je lui dis, ouais. J'étais plutôt geek, pour le coup. Tu vois, j'aimais pas l'école, mais j'étais très informatique, téléphone. Ouais. J'étais la première à avoir un téléphone portable, etc. Et il me dit, fais-moi un tableau Excel. Je lui dis, pas de problème. Je reviens dans 5 minutes. Je lui dis, reviens dans 2. Et je lui fais un tableau Excel avec, tu sais, les calculs, avec toutes les... comment t'appelles ça, là, les cellules. Les formules. Ah, formules. Avec les formules, avec un graphique à côté, un croquis, machin truc. Et il revient, il me fait, ah ouais, quand même. Et dans ma tête, je me dis, wow, si tout ça, c'était l'impressionné, c'est sûr, ici, ça va aller pour moi. Et j'ai eu le job.
que je détestais. J'étais réceptionniste, donc je devais répondre au téléphone, chose que je détestais, mais profondément. Je crois que j'avais pas encore assez confiance en moi et du coup, je pensais que mon espagnol et mon anglais étaient encore un peu bancal pour pouvoir répondre au téléphone. Ouais. Et j'avais toujours cette peur de pas comprendre ce que les gens allaient me dire. Du coup, tu faisais comment ? Eh ben, il y a des fois où je répondais et quand ça parlait trop vite, je raccrochais. Ah ouais. Et je regardais à côté de moi, je disais non, c'était une erreur. Le nombre de business qu'ils ont aussi laissé partir. Alors qu'elle est arrivée, si vous voulez que votre business décolle, c'est moi. Tu sais que je sais pas si tu as vu le film Le Diable s'habille en Prada. Ouais, j'avais vu. Mais à un moment donné, c'est ça, si elle répond au téléphone et elle parle c'était Dolce Gabbana. Et je dis, moi, je pense que ça a dû m'arriver où il y a du Carl Cox qui a dû appeler et moi, j'ai dû dire sorry. Mais t'imagines que t'as eu le poste grâce à des études que tu détestais et que tu voulais pas faire. Hein. Ouais. C'est quand même. Et donc là, t'es réceptionniste. Là, je suis réceptionniste. Maintenant, pour passer de réceptionniste à mauvaise langue, il y a encore quelques étapes. Ouais, il y a des mauvaises langues en plus là-dedans. Il y a eu des coups à faire quand même. Et du coup, c'est quoi la suite pour La suite, c'est que déjà, réceptionniste, je reste du coup très peu. Je prends vite mes marques dans la boîte et je vois qu'en fait, c'est encore très à l'ancienne. Et c'était pas pour critiquer, mais c'était tous des Ibisenko et tous les gens qui bossaient dans les bureaux. Punaise, tu voyais le contraste entre les gens du bureau et la machine à fric que le club était. Tu te disais, mais attends, mais c'est pas possible. Tu vois, ici, il manque des choses. Ouais. Le club n'avait pas de VIP, alors que tous les autres ne vivaient que de ça. Et du coup, je me suis très bien entendue avec le directeur, qui était un Allemand, très côté business. Et du coup, je lui dis, moi, je vais démissionner, alors que je voulais pas du tout démissionner, ouais. J'adorais bosser là-bas, mais je me suis dit, vas-y, je joue le jeu comme ça, si ça passe, tant mieux, coup de poker, quoi. Si ça passe, tant mieux, si ça passe pas, je trouverai un autre job. Et je lui dis, j'arrête réceptionniste, c'est pas fait pour moi, j'ai envie de plus, j'ai envie de créer, d'innover, etc. Et le mec me dit, mais tu veux faire quoi ? Je dis, mais on n'a pas de VIP, alors que c'est ce qui ramène de l'argent, tu devrais me mettre chargé de VIP, C'était un poste qui n'existait pas au final ? Non, pas du tout. Et là, il me regarde, il me dit, vas-y. Démissionne. Non, ouais. Non, vas-y, prends le lead de ce truc-là. Et donc, du coup, je viens à être un peu à la porte. Donc, la guest list, ce fameux job que moi, je regardais dehors pendant des années. Ouais. Je deviens cette personne que les gens veulent connaître parce que je vais les laisser rentrer dans un club hype de Ibiza. Raconte-moi la première fois où tu as dû faire ça. Des années. Ah, c'était franchement. T'es arrivé comme dans les films. Ouais, c'est jouissif, mon gars. C'est la folie. T'as tous les gens qui disent, ouais, tu peux me mettre sur la liste et tout ça. Non. Surtout que tu dois avoir quelques molosses à côté pour te protéger au cas où. Ah non, mais t'as 2 sécu comme ça à côté de toi et toi, t'as ton petit ordinateur où tu checks si la personne est vraiment sur les listes. Ah, franchement, et j'ai eu un jour où un mec qui vient devant c'est un espèce de comptoir et il se pose dessus et tout ça. Il me dit, ouais, c'est Julie qui m'a mis sur la liste. Je dis, ah ouais, ok, vas-y, donne ton nom. Donc ça commence à être drôle. Je dis, non, je suis désolée, t'es pas dessus. Il me dit, laisse tomber, attends, je vais l'appeler. Oui, bien sûr, appelle-la. Du coup, t'as les équipes qui me regardaient, on rigolait tous les trois. Ouais, Julie, je suis sur la liste, enfin, je suis devant, là, mais on me dit que... Je dis, allez, vas-y, mon gars, c'est moi, Julie. Ah, donc du coup, je vais pas rentrer. Franchement, pour le panache, moi, je l'aurais laissé rentrer. C'est vrai qu'après, je me suis dit, j'aurais dû le laisser rentrer pour le bluff qu'il a fait, ça aurait été pas mal. Non, mais j'avoue que la première fois, c'est d'avoir une sacrée émotion, toute la frustration. Tout. Tu te revois, tu vois les gens passer devant, tu dis, j'étais toi avant. Non, je rigole. Les gars, lâchez rien, vous pouvez faire réceptionniste d'abord et après être à ma place. Et du coup, ce que tu faisais là-bas, ça avait vraiment aidé le club à faire du business, à évoluer. Vraiment. En fait, si tu veux, ma journée était composée de... je commençais à 17h, alors qu'avant, tu vois, quand j'étais réceptionniste, je commençais le matin. Je crois que les horaires en Espagne, c'est 9h, 14h et 17h, 20h. C'est des horaires de bureau. Et je commençais à 17h et je préparais l'accès au club, etc. Je faisais la nuit et j'allais dans les bureaux toutes les 2 heures pour faire ce qu'ils appellent le ticket count. Et donc, c'est de compter combien de tickets sont rentrés et compter le cash. Et là, pareil, encore élimination. Je me dis, non, mais ça, c'est trop bien comme business. Là, tu vois, tu es vraiment dans le vif du sujet et tu rencontres tous les promoteurs parce que les clubs à Ibiza, c'est comme si c'était ils hébergent des promoteurs tous les jours. Okay. C'est-à-dire que tous les jours, il y a un promoteur qui vient pour faire sa soirée. Attends, ça, j'ai jamais vraiment tilté le truc. On me dit toujours promoteur. Comme à la boxe, au final, j'ai l'impression. Ça existe aussi. Ça, c'est un promoteur. Non, c'est comme au basket, par exemple. C'est comme si tu as une salle
qui accueillait des clubs qui voulaient venir faire des exhibitions. Ok. Et un soir, c'est ce club, le soir, c'est... Ok. Ouais. Ok. Et donc, les promoteurs, ils ont leurs artistes. Exactement. Donc, ils peuvent en avoir plusieurs. Ouais, carrément. Par exemple, on va prendre l'exemple pour les Français de Fuck Me I'm Famous de David Guetta. Lui, il décide de faire un deal avec... à l'époque, c'était au Pacha. Maintenant, c'est à Ushuaïa, etc. Mais du coup, il lui dit, OK, je vais te donner les mardis. Et donc, David Guetta vient avec tout son truc. C'est-à-dire qu'il vient avec les artistes qu'il veut faire jouer ce jour-là. S'il a envie d'avoir des danseuses, s'il a envie d'avoir une scène. Enfin, tu vois, c'est des ils se partagent les gains avec le club. Exactement, ils ont un deal. Ok, et donc toi, tu as commencé à dealer donc, avec les promoteurs et tout. Ouais. Et du coup, je me suis retrouvée au milieu l'Allemand qui était le directeur du Space était en couple avec le propriétaire du club, un couple gay, et ils se séparent. Et le jour où ils se séparent, le propriétaire du club décide de virer tous les gens qui étaient alliés avec son mec, dont moi. Mais c'est-à-dire que je vais au boulot toute contente, je monte dans le bureau et tu repars, mais tout de suite, c'est pas comme ici en France où tu as 3 mois. Non, c'est là, tu pars et c'est terminé. Vous voulez pas vous remettre ensemble, les mecs c'est pas si grave. Du coup, l'Allemand, c'était hyper bien comporté avec moi. Je crois qu'il m'avait filé une indemnité de quasiment 1 an de salaire cash, enfin pas cash, mais sur mon compte. Il me dit, t'inquiète, je veux pas te laisser comme ça, etc. Mais du coup, tu te prends quand même une claque parce que toi, tu es là, tu construis tout un truc, le VIP était en train de cartonner, tu as fait des belles rencontres et puis tu te dis OK. Tu as l'impression de finalement... Si près, si loin. Ouais, exactement. J'y suis presque, mais là... je sais pas si dans le basket ça existe aussi. Si, je pense qu'une blessure. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Tu fais une très bonne saison, tu te blesses. Ouais, mais tu te blesses, c'est différent, c'est toi et ton corps. Là, c'est vraiment c'est un coach qui vient et te dit ciao. Ciao. Ou alors tu fais une bonne saison, tu as un nouveau coach qui arrive au cours de saison. Et qui veut pas de toi. Et qui veut pas de toi, ça peut vite aller. Bon, après là, c'est encore un peu plus... comme tu dis, en France, on est quand même... t'as un contrat, quoi, tu sais ce que je veux dire. Là, comme tu dis, non, pas du tout, jour au lendemain, on parle quand même pour une rupture amoureuse. Hein, c'est pareil. C'est violent, quoi. Et là, du coup... Et toi, là, malgré ça, tu dis, bon, Ibiza, moi, je reste là maintenant. Ah non, moi, je reste. Moi, ça faisait 8 ans que j'étais installée. Ouais, je reste. Moi, je me pose pas la question de rentrer en France. C'était pas du tout ce que je voulais faire. Non, mais par contre, je me dis, j'ai rencontré plein de gens. J'ai un petit carnet d'adresses. J'appelle David et Cathy Guetta, que j'avais rencontrés lors d'une soirée. Encore une fois, poker, tu vois. Moi, ce qui a jamais changé dans toute ma carrière, c'est que quand j'ai eu des coups durs, je savais tout de suite que j'allais me rebondir. Tu vois, j'ai jamais eu le truc de me dire, ça y est, c'est foutu, je vais plus rien faire de ma vie. Non, jamais. Je me suis jamais dit ça. J'ai toujours eu dans la tête de me dire, tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves. Mais vraiment sans cesse, jusqu'à m'épuiser. Hein. Ça a toujours été ma façon de penser. Donc là, on me vire. Et puis, il y avait aussi un peu de fierté, tu sais, de te dire ah ouais, tu vas me virer comme ça, comme une merde. Pas de problème, mais tu vois, je vais faire que je vais rebondir et je vais faire mieux. Tu l'as revu, le gars, depuis ? Non, je crois qu'il est décédé en plus. Il était âgé. Mais du coup, j'appelle Cathy. Et je lui dis, écoute, j'ai plus de boulot, si jamais tu cherches quelque chose... Et tout de suite, ah ouais, moi je suis grave intéressée. Pour eux qui avaient une résidence à Ibiza, une résidence, ça veut dire que pendant tout l'été, tu as ta soirée, tous les semaines, je crois que c'était le jeudi soir, au Pacha à l'époque. Et elle me dit, ouais, carrément, une Française qui habite sur l'île, de dingue. Donc elle me met event manager. Event manager, ça veut dire que je gère toute la logistique de sa soirée au Pacha. Ça veut dire que quand David arrive, son hôtel est géré, c'était pas un truc de dingue, mais c'était suffisamment pour moi pour me dire... Faut quand même le faire sérieusement. Ouais, exactement. Et après, elle me donne la gestion d'un truc, je sais pas si toi ça te parle, mais à l'époque, tu sais, David et Cathy, ils étaient vachement connus pour être les rois du marketing. C'est-à-dire qu'ils faisaient des promos de dingue sur la plage, tout le monde en parlait. Ouais, si. Et du coup, elle me dit, je te laisse les clés de ça. Et moi, dans ma tête, je me dis, attends, Cathy Guetta, c'est la plus grande RP que je connais. Est-ce que je vais savoir faire ça ? Et du coup, elle me dit, mais oui, vas-y, je sens que tu as les épaules, t'es une bosseuse et tout ça. Ouais, vas-y, let's go. Et du coup, je
j'installe une grosse équipe de marketing. On fait c'est tout con, mais à Ibiza, c'est juste avoir une belle équipe de belles meufs, de beaux mecs. Ouais. Tu défiles sur la plage, les gens te voient. Je donnais des idées des gadgets qu'on pouvait donner pour que les gens nous voient. Enfin bref, la soirée est cartonnée. Donc en vrai, je ne vais pas dire que c'était compliqué, mais par contre, c'était beaucoup de boulot. C'est-à-dire que c'était beaucoup d'heures. Oui, il fallait rester sérieux et même si un truc marche, il faut quand même... Et Cathy, si elle avait cette réputation, elle était très exigeante. Donc du coup, moi, j'ai dû quand même me plier à des trucs dont j'avais pas l'habitude de faire. C'est-à-dire que quand on t'appelle à 3h du matin pour dire t'es allé voir dans les autres clubs comment ça marche ce soir, pouvoir comparer avec nous, toi tu dis ah ouais, ok, ouais, j'y suis là. C'est cette exigence-là, tu vois. J'y suis là. C'est comme si toi, ton coach te dit mais cette nuit t'as regardé la NBA là pour voir comment il... tu vois. Mais c'était hyper intéressant. Moi je la regardais et je me disais... peut-être pas être vraiment comme ça, tu vois, parce que elle, une énergie que je pense que j'aurais jamais pu avoir. Mais par contre, cette capacité de voir du business partout, c'était fascinant. Curiosité aussi. Ouais, curiosité. Vraiment, toujours être sur le qui-vive et dire... De toute façon, moi, je pense que tous les gens à qui je parle, et ceux qui réussissent, mais n'importe quel domaine, c'est curiosité, exigence, et sans cesse vouloir progresser, quoi, tu vois. Après, des fois, il y a aussi ce truc de... Est-ce qu'ils arrivent des fois à s'arrêter et à profiter de ce qu'ils ont? J'ai pas l'impression. Et j'ai l'impression qu'ils sont heureux, tu vois, dans le sens dans ce où... qu'ils font. Tu vois, souvent, les gens qui réussissent pas, ils te disent « Ouais, mais là, coupe ou profite de ce que tu as. » Ouais, mais en fait, tu sais, je peux aussi profiter en continuant d'avancer. C'est pas non plus la fin du monde, quoi. Et donc, déjà, en fait, tu es aussi... donc là, tu es avec Cathy Guetta et David Guetta. C'est quand même des légendes dans le domaine. De dingue. Toi, ça doit te donner encore... T'es bien où t'es? Ou tu te dis, là, t'as encore un peu plus, je pourrais être à leur place, tu vois? Je suis bien, oui et non. Oui, parce que je suis avec le top du top. Et non, parce que je vis pas encore bien, je gère pas encore bien mon stress. Okay. C'est-à-dire que je crois qu'en quasiment un été, je perds 8 kilos. Je pèse à peine 50 kilos. Et du coup, physiquement, on voit que je suis pas bien. Donc moi j'ai l'impression d'aller bien et au final non, c'était peut-être pas ça. Donc je fais qu'une année parce que je sens que ma santé, quand je rentre en Bretagne, tout le monde me dit non mais là ça va pas. Ils doivent flipper quand ils voient. Mais vraiment quand tu vois, je me rappelle de mon oncle qui m'avait regardé, qui m'avait dit mais un coup de vent, tu vas t'envoler là. En plus, tu parles d'Ibiza, tu penses coke, tu bois même pas en plus. Tu vois, non, moi, je bois pas d'alcool, je fume pas, donc c'était un peu dur pour moi de leur dire non, je vais bien, alors qu'au fond, ils avaient sans doute raison et ça allait peut-être pas bien. Donc, je décide de faire qu'une année et après d'essayer de trouver un truc. J'aimais beaucoup, par contre, bosser pour les promoteurs, je trouvais ça hyper intéressant. Et du coup, je décide d'aller chercher un autre promoteur. Hasard de fou, c'est que le promoteur chez qui je vais bosser, c'est un mec qui avait une soirée au Space. Ok. D'où je m'étais fait virer 2 ans avant. Donc je retourne au Space. Bonjour. Hello. Et ils étaient assez intelligents pour être très contents de me revoir. Après, moi, j'avais pas de problème avec les gens dans les bureaux, c'était vraiment juste le patron. Hein. Et du coup, je fais ça, je bosse avec eux pendant 3 ans. Et ça se finit mal aussi. Encore? Ouais, encore. La boîte maudite, quoi. Ouais, franchement, un peu. Hein. Ça se finit mal parce que le promoteur me fait des avances. Ah ouais? Ouais. Qu'au début, je voulais pas voir et qu'à un moment donné, tu vois, je commence à me dire merde, c'est peut-être pas normal les messages que je suis en train de recevoir. Au début, tu t'es dit, bon, c'est le boulot, et puis, je m'en fiche. Et surtout, c'est le boss, donc flemme. Il va lâcher, quoi. Il va lâcher et puis moi, irréprochable, donc, irréprochable dans mon attitude. C'est-à-dire que non, t'inquiète, ça va bien se passer. Et un soir, pendant la soirée, il vient me voir et genre il me dit non mais de toute façon ce soir tu pars pas, et il m'attrape le bras et là je me dis aujourd'hui je sais que j'espère en tous les cas que les jeunes filles elles savent que déjà tu vois les messages que j'avais reçus auparavant c'était déjà pas bon, mais à l'époque il y avait un peu ce truc de vas-y il rigole ou c'est pas grave ou raconte pas n'importe quoi, enfin tu sais personne je sais pas, j'ai l'impression que les gens faisaient moins attention à tout ça et j'en parle à quelqu'un, une copine, je crois,
qui me dit non mais enfin fais attention, ouais vraiment fais attention, c'est pas cool. Donc je décide d'en parler à son associé qui était aussi sa belle-sœur. Et je lui dis écoute, je crois qu'il y a un souci, regarde tous les messages. Mais j'avais vraiment des messages de ce soir, tu rentres chez moi, t'es à moi, de toute façon, c'est moi qui te paye. Ah ouais. Ouais, non, c'était vraiment tendu. Et donc, je décide de lui le faire voir à elle. Ça faisait 3 ans que je bossais avec eux. Le jour où je lui dis à elle, je lui fais voir les messages, je lui dis écoute, je pense qu'il y a un truc qui va pas. Et voilà, ce que je voulais te dire, c'est que je gérais toute la logistique. C'est-à-dire que c'était un boulot de dingue. Cette soirée-là, c'était 22 heures de soirée. Ça commençait à 8 heures le matin et ça se terminait à 6 heures le lendemain matin. Ouais. Donc, il y avait 4 salles. Je crois que c'était à peu près 26 artistes à booker. Et donc, j'avais pris ce job-là. C'est-à-dire que je bookais on me donnait une liste d'artistes et on me disait bah, vas-y, tiens, pour ce dimanche-là, tu bookes celui-là, là. Donc, je contactais tous les agents, etc. C'était vraiment un boulot énorme. Plus la logistique. T'es bien payé dans un truc comme ça à l'époque ? Non, c'était pas énorme. Je crois que je devais... Enfin, c'est pas énorme. Pour le boulot, ça dépend. Faire attention à ce qu'on dit avec l'argent ici, mais je crois que je devais gagner 2400 balles. Tu travailles toute la journée, quoi. Toute la journée. Et le dimanche, tu travailles 22 heures non-stop. J'avais que le lundi de off. Okay. Donc, c'est pas foufou, quoi. Non, c'est pas fou. Surtout qu'en Espagne, ils aimaient bien payer en cash. Okay. Donc, j'avais une partie en cash que j'ai jamais pu déclarer. Donc, après, quand je me suis retrouvée au chômage, j'ai jamais pu... Enfin, bref, c'était pas terrible. Et donc, je lui fais voir ces messages-là. Et elle, comme c'était son beau-frère, elle me dit non, mais... oh là là, mais c'est pas grave, écoute, efface tous ces messages, c'est vraiment pas bon pour toi, pour ta santé mentale, que tu vois des messages comme ça. Moi, je vais m'en occuper, je vais lui parler. Et tu sais quoi, prends une semaine de vacances et la semaine prochaine, tu reviens et tout ira mieux. Et donc, elle prend mon téléphone et elle efface tous les messages. Oui. Ouais, et je reviens une semaine plus tard et tu le crois que j'ai un message sur la porte qui dit désolé Julie, on va s'arrêter là, on a fermé les bureaux pour 1 mois, on est tous partis en vacances. Ah ouais. Et là, je me dis, mais c'est quoi ces films ? C'est là que tu te dis, quand même, la famille... Ah ouais, non, tu peux pas toucher. Tu peux pas toucher. Non. Elle, je pense qu'elle sait qu'il a fait Oui, fait elle savait, parce que sinon, elle aurait jamais effacé les messages qu'il y avait sur mon téléphone. Mais, bah, tu vois, je me suis dit, bon, ok, la vie a voulu me tirer... Tant mieux, parce que je dois tirer une leçon de ça. Ouais, exactement. Ouais, mais du coup, maintenant, tu vois, après ça, j'ai su que déjà, il fallait en parler avant et j'aurais peut-être dû prendre une autre décision. Enfin, tu vois, mais j'ai appris. Je me retrouvais à la porte du truc, je me rappelle, je m'étais assise par terre et je me dis, mais c'est quoi ma life ? Mais du coup, tu te dis, bon, c'est pas fini. Je me dis, bah t'inquiète, là, j'ai encore rencontré plein de gens, donc pas de souci. Je crois que je sors de l'immeuble. Et je prends mon téléphone et j'appelle un pote qui s'appelle Alan, qui était le patron du Mambo. Et c'était pareil, un truc qui cartonne, où les gens venaient faire leur pré-party. Donc lui, tous les plus gros DJ, il les voyait passer. Et je lui envoie un message, je lui dis j'ai plus de taf. Et là, il me dit ouais, qu'est-ce qui se passait et tout. Je dis vas-y, t'inquiète, on s'en fout, mais il faut que je rebondisse. Si t'as quelqu'un, vas-y. Et là, il me dit envoie un message, mais direct, il me dit envoie un message à Amy Thompson. C'est la manager de Swedish House Mafia. Okay. Et à l'époque, moi, c'était énorme parce que Swedish House Mafia, c'était un peu les DJ dont tout le monde parlait, que tu connaissais pas forcément, mais c'était la hype à venir. Et donc, je lui envoie un mail, parce que j'avais son mail. Et après, mon CV n'était pas dégueulasse. Tu vois, je venais de faire quand même. Ouais, exactement. Et donc, je lui envoie, je lui dis, écoute, j'ai été event manager pour David et Cathy Guetta, j'ai géré la soirée au Space. Est-ce que tu as besoin de quelqu'un ? Elle me répond dans la seconde. Yes, of course, how much you cost ? Et là, je dis, wow. Et là, tu te dis, waouh, ouais. Faut que je sorte un tarot. Là, c'est vraiment pour le coup, je me dis, Julie, ne te loupe pas. Et donc, du coup, là, maintenant, quand tu te reçois ça, tu te dis... Est-ce que j'y vais haut ou alors il me faut le taf à tout prix, quitte à être sous-payé. Attends, je vais te dire ce que j'ai dit et je vais te dire sa réponse et du coup, ma réponse viendra après. Okay. C'est-à-dire que dans ma tête, je me dis, je vais pas aller trop, je vais rester dans le mid, mais qui est déjà un mid plutôt sympa, tu vois. Donc, je lui envoie, elle me répond dans la seconde, let's go, deal. Et dans ma tête, je lui dis,
J'aurais dû dire plus. Mais c'est exactement ce qu'on avait dit avec Samy, un autre invité, quand il parlait des collabs, et il dit les premières fois où j'ai dû donner un prix, et que le gars il me répond dans la seconde OK. Et tu dis bon, à la fois t'es content, mais à la fois tu te dis j'aurais dû. C'est clair. Et c'était exactement ça. J'étais trop contente parce que je me dis j'ai le job, et de deux je me dis je suis sûre que je disais le double parce que là c'était tellement rapide que c'était vraiment limite. C'était allez cheap, on y va. Et du coup je commence avec eux. Donc eux c'était 3 Suédois et je fais 4 ans avec eux. 4 ans où au début je commence à Ibiza où je suis event manager comme j'étais pour David et Cathy, mais par contre eux ils ont une grosse carrière à l'international comme David et Cathy le faisaient, mais pour eux c'était avec eux le deal était clair, c'était pour Ibiza, ils avaient déjà une équipe pour le reste du monde. Mais là je vois que Amy Thompson qui était une manager vraiment connue dans le milieu, pour ne pas dire la plus connue en tant que femme. On connaissait beaucoup d'hommes, mais là, c'était vraiment la femme qui faisait parler d'elle. Je vois qu'elle a des bureaux à Londres et que ça tourne dans le monde entier, etc. Je me dis, il y a peut-être un truc à faire. Donc, c'est là où je commence à considérer bouger un peu d'Ibiza. Et elle voit que je suis un peu ouvert sur d'autres métiers. Et tout de suite, elle me dit, si tu veux, l'hiver, tu viens à Londres, tu viens dans mes bureaux et je te fais bosser, quoi. OK. Et Amy passe 4 ans à m'enseigner le métier de manager au final. Et le fait que ce soit une femme, ça t'a encore, peut-être après l'expérience que tu as vécue, ça a dû te mettre encore plus en confiance au final, non ? Ouais, et surtout que vraiment, elle, je sais pas comment je pourrais en termes de basket avec qui je pourrais la comparer, mais c'était vraiment la goat, quoi. Genre, elle rentre dans une pièce et t'as tout le monde qui ferme sa gueule. Okay. Elle parle et tout le monde l'écoute. Et du coup, moi, je me disais, putain, c'est la classe. Ouais. Moi, je pensais que la classe à l'époque, c'était avec mon petit ordi. Clairement, tu vois, pas du tout. Là, c'était vraiment, elle en imposait parce que c'était pas forcément de dire beaucoup de choses, mais de dire des choses pertinentes. Et moi, ça me fascine. Je déteste les gens qui parlent trop pour rien. Dans ton milieu, tu dois en avoir des... Trop, tout le temps, partout. Et d'ailleurs, à Ibiza, c'est ce que j'ai appris. Tu vois, à Ibiza, j'ai appris à faire le tri entre les gens qui sont de passage et les gens qui vont rester. Quand tu vis dans un endroit saisonnier, tu rencontres plein de gens où tu as l'impression on est trop potes, on va se revoir. C'est quoi la phrase que tu me dis tout le temps généralement ? Sors là, s'il te plaît. Je vais être jugée. Quand je rencontre quelqu'un, je crois entre 10 et 20% de ce qu'il dit. Ah, t'as augmenté les pourcentages. Je fais genre, moi, je pensais que c'est 5 et 10%. Hein. Non, c'est 10. Ok. Non, mais t'as raison. Et après, il faut faire ses preuves. C'est trop facile de venir et de te dire non, c'est sur la longueur que je vais croire. Mais maintenant, je crois plus. J'ai trop entendu de choses. Trop d'expérience. Je fais trop la vie encore. Trop d'expérience. Et donc, elle te donne vraiment ta chance. Enfin, elle te guide. Et là, pareil, encore une fois, ma question qui est toujours pareille. Elle aime tellement son métier. Désolée, je t'ai coupé. Elle aime tellement son métier qu'elle veut partager. Et qu'elle voit en moi aussi quelqu'un qui a envie. Et du coup, je sais pas si c'était une question de potentiel ou quoi, mais elle voit que je suis passionnée autant qu'elle est passionnée. Donc elle te voit pas en mode, ça va être... Ah, je suis pas sa petite. C'est où je vais l'exploiter pendant 25 ans. Non, pas du tout. C'est vraiment... Si tu veux, je te donne. Ouais, vraiment. Et du coup, on est parti pendant 4 ans. On a voyagé partout dans le monde. On a organisé une tournée mondiale incroyable. Des trucs de vraiment de dingue où je me disais... Julie kiffe parce que je pense que tu revivras jamais ça. Parce que la Swedish House Mafia, j'ai du mal à le dire. La Swedish House Mafia, c'est un groupe du coup de 3 mecs qui, à un moment donné, se séparent et du coup décident d'annoncer leur dernière tournée. Et quand on fait le lancement, je crois qu'on fait des sold out entre 5 et 10 minutes. Mais partout dans le monde, Madison Square Garden, des plus grosses salles. Et donc je me dis, mais jamais je vais revivre ça. C'est impossible. Genre là, je suis avec des rockstars et ça n'arrivera plus. Tu sens l'adrénaline des grandes salles et tout. Ouais, de dingue. Et pourtant, dans ma tête, je me dis, mon rêve maintenant, parce qu'à chaque fois, tu sais, c'était alors quand je suis au cash loto en train de faire les rayons, je me dis, je travaillerai peut-être dans un club. Quand je suis dans un club, je me dis, je travaillerai peut-être à la porte. Après, je me dis, je travaillerai peut-être pour un DJ.
Et quand je travaille enfin pour les DJ, où je me rappelle plus, je crois que moi, je crois qu'elle disait tout le temps right hand, tu vois, j'avais pas de poste attribué. Et quand je vois son boulot et tous les sacrifices, je me dis, je suis pas sûre de vouloir faire ça. Et les responsabilités, parce que du coup, il se passe quoi que ce soit. C'est pour toi. C'est pour elle. Et du coup, au début, j'étais là en mode, je sais pas si je veux ça. Mais bon, c'est quand même hyper cool de voir une... Je déteste dire ça, mais je vais le dire quand même. Une girl boss. Je le dis jamais. T'étais obligé de le dire. Mais... Je pense que le titre de l'épisode, je vais mettre girl boss. Non, arrête tes conneries, s'il te plaît. Juste pour te faire plaisir. Juste pour me faire chier. Et à quel moment tu te dis, c'est bon, je suis prête maintenant, j'ai envie... Comment tu passes au niveau d'après? Je me le dis. Parce que là, t'es juste là au final, t'as gravi tous les échelons et il te reste ça, quoi. Je suis juste à côté et du coup, la Swedish House Mafia se sépare et moi, je sais pas si j'ai envie de rester parce que un produit ils allaient faire des carrières en solo, je sais plus quoi, je me dis, je sais pas si ça va marcher. Donc, je reste 1 an après. Il se sépare d'elle aussi. Donc du coup je me retrouve à bosser avec d'autres gens, c'était vraiment un groupe de Suédois et je me dis non, là j'ai plus du tout ma place. Tu vois, on parle pas la même langue, même si on parle tous anglais, il y a un truc culturel qui fait que tu te retrouves pas, et donc je me dis non, c'est plus pour moi, et donc j'arrête encore. Et je crois que c'est là pour le coup Instagram, merci Instagram, je scrolle Instagram. Et un pote me dit pourquoi tu parles pas avec DJ Snake, regarde, il est en train de cartonner. Et je me rappelle lui avoir dit c'est qui? Je sais pas du tout qui est DJ Snake. C'était encore les débuts, quoi. Ouais, 2015-2016. Et il me dit regarde sur son Instagram, et je regarde et je vois le mec avec Taylor Swift, machin et tout ça. Waouh. Et en fait ce mec là il est français, et dans ma tête c'est ça va trop vite. C'est en mode c'est bon, c'est là où il faut que j'aille, c'est du français, c'est du DJ. Moi, là, pour le coup, j'ai un peu fait tous les métiers du milieu DJ. Donc, dans ma tête, je me dis, mais vas-y, là, je suis... pour lui apporter... je suis Michael Jordan. Je peux y aller. Et donc, j'envoie un DM à son manager de l'époque. Okay. Et je lui dis, salut... Julie, machin, j'ai fait ci, ça, je cherche du taf, si ça t'intéresse, machin. Et il me dit, est-ce que tu peux être la semaine prochaine à Miami? Parce qu'ils étaient... Non, c'était plus tard, ça. Et puis en plus, là, moi, j'avais pris l'expérience et je disais, par contre, ça sera temps, tu vois. Et donc, je me retrouve une semaine après à Miami dans ses bureaux. Et j'ai le job quasiment instantanément. Quand même, l'entretien à Miami, il faut y aller. Hein. Tu prends un refus. Bon, après, tu peux faire des petites vacances, mais... C'est lui qui a payé. Ok, c'est bon. Je sais que c'est déjà bien parti. Ouais, c'était déjà pas mal. Et ça match. Lui, je le rencontre... donc, DJ Snake, je le rencontre, je crois... Ça a mis du temps. Je crois que j'ai dû le rencontrer 1 mois après avoir été embauché. Et dans les bureaux, je me rends tout de suite compte que, après avoir eu, moi, toutes les expériences que j'ai eues, qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et le manager de l'époque était suffisamment intelligent et ouvert pour le voir et accepter mes petites remarques. Je suis pas arrivée en mode non, faut faire ci, il faut faire ça, tu vois, genre. Avec les Suédois, on fait comme ça. Ouais, non. Mais quand même, tu vois, je venais quand même de faire quelque chose d'énorme et que, enfin, tu vois, eux ils connaissaient, eux ils avaient vu, etc. Et écoute, au fur et à mesure, j'ai un petit peu fait mon truc. J'ai même été tour manager, alors que c'était pas du tout à la base un métier que je voulais faire. Donc ça, c'est vraiment s'occuper des tournées? Tour manager, c'est la personne qui accompagne l'artiste partout où il va. C'est-à-dire que c'est lui qui va avec lui. Si par exemple il a 4 shows dans la semaine, tu vas avec lui partout et tu t'assures que toute la logistique et la prod soit calée. Et d'ailleurs, ça au début, je pense que quand on te dit à la Julie en Bretagne, tu vas faire tour manager, tu seras sur des... tu dois te dire génial. Ah oui, c'est la t'imagines quelle vie de faire des... Moi, mon rêve, c'était de faire une tournée mondiale. Et au bout d'un moment, on est d'accord, ça devient le boulot, quoi. Ah ouais, c'est complètement. Tu te rends pas compte que tu as une nana qui t'envoie ton planning et tu fais Chicago, Los Angeles, Seattle. La semaine prochaine, tu pars en Norvège. T'arrives encore à t'émerveiller de certains trucs quand même, ou alors maintenant c'est vraiment il en faut peu, il en faut beaucoup maintenant pour... Non, jamais. Okay. Non, moi j'aime trop.
Alors, voyager maintenant pour le boulot, un peu moins. Le truc qui est bizarre, c'est que l'avion, je fais une overdose. Ça, c'est incroyable quand même. Ouais. Et tout le monde me disait, mais non, mais plus tu vas prendre l'avion, plus ça va aller. Ben non, mec, plus je prends l'avion, moi j'ai envie de le prendre. Ah ouais. Vraiment. Et parce que, tu vois, vous, dans le sport, tu connais la récup et tout ça. Moi, pour moi, il y a des gens qui disent, vivement qu'on soit dans l'avion. Moi, non, parce que ma récup, du coup, elle est horrible. Ouais. Parce qu'en plus, quand tu es tour manager, ou après, je suis passée du coup tour directeur, donc tu gères toute l'équipe de tournée. T'es la première réveillée, la dernière couchée, parce que du coup, tu dois t'assurer que tout le monde ait les infos pour le lendemain, Et du coup, tout le monde rentrait dans l'avion et ça dormait dans tous les sens. Et moi, j'étais la seule réveillée. Jet privé, pas de jet privé. Ah non, mais laisse tomber, rien. Pourtant, c'est vrai qu'on tu voyages en business ou en jet privé, mais ça change rien. Rien. C'est bon. Il faut combattre. Quoi. J'aime pas ça. Il faut combattre de la méditation. Exactement. De l'hypnose. Et donc, du coup, tu es assistant manager, entre guillemets ouais. Tour manager. Ouais. Et c'est quoi la suite? Comment tu arrives maintenant à... T'as pas saboté le gars non plus devant? Non, jamais, t'es fou. Non. Ça s'est fait naturellement. Je crois que, tu sais, je crois beaucoup au cycle, en fait. Et je pense qu'ils avaient... lui et son ancien manager avaient fait un peu le tour de ce qu'ils pouvaient faire ensemble. Et quand ils ont décidé de se séparer, moi, j'ai pas vu le truc de me dire c'est l'opportunité de ma vie, c'est le job qu'il me faut et c'est à moi que ça doit revenir. Au contraire, je suis allée chercher Amy Thompson. Okay. Parce que je me disais non, c'est peut-être trop tôt. Et puis j'étais pas sûre de vouloir la charge mentale et tout ce qui va avec en fait. Alors côté financier, tu peux dire c'est énorme, le step il est dingue, mais à côté c'est quand même c'est pas rien quoi. Donc je vais chercher Amy Thompson et je propose à William DJ Snake de bosser avec elle. Lui forcément il connaît le palmarès d'Amy, c'est oui tout de suite, donc elle rejoint l'équipe et on fait un trio pendant je crois que ça a duré 2-3 ans. Okay. Jusqu'à ce que encore une fois naturellement elle me dise et tu vois elle me disait mais Julie tu le fais le job genre là c'est tu gères quoi et c'était je sais pas j'avais un peu l'impression c'est pas comme une maman mais c'était un peu j'avais eu son envole-toi, j'ai été validée tu vois c'était vas-y genre fais-le et on a posé les mots avec William et je lui ai dit moi je pense que ça y est c'est bon ouais vas-y viens c'est en quelle année ça? C'était juste après le Covid, 2020. 2021 quoi. Ouais. Ok. Et je me rappelle, on était à Paris devant un immeuble et il m'a regardé, il m'a dit bah ouais, vas-y, let's go. Ok. Allez, c'est parti. Quand je suis rentrée chez moi, j'étais en mode est-ce que je suis sûre de ce que je viens de faire? Un mélange de joie, d'émotion, de peur aussi. Beaucoup de peur. T'as pas le temps forcément de sabrer le champagne parce que le lendemain, ça commence dans la seconde, ça commence direct. Ouais. Mais après, tu vois, pour reprendre ça avec le basket, tu te dis ça doit être comme je sais pas, un joueur qui signe dans une grosse équipe. Et puis après, tu te dis, mais attends, au final, c'est le métier que je fais depuis... là, du coup, moi, ça faisait 10 ans que je pense comme un joueur un peu qui est drafté, tu sais, t'es drafté, donc tu te dis, putain, t'as la pression de... J'ai touché un bon argent, mais en même temps, tu te dis, au final, c'est que le début, tu vois. Exactement. C'est déjà super, mais... Mais c'est vrai ce que tu dis, tu vois, l'argent, c'est un peu... parce que quand tu dis aux gens, ouais, je suis manager, tout de suite, ils disent, waouh, bah maintenant, tu vas gagner trop d'argent, tout ça. Mais c'est tellement pas le truc qui, moi, me fait vibrer au début. Le truc qui me fait vibrer, c'est la responsabilité que je vais avoir. Et les goals que je vais... j'avais envie de parler anglais, parce que je me dégoûte à faire ça. non. T'es une girl boss, hein, ouais, non. Les... Merde. Dis-le en anglais, c'est Non. Les goals que je vais set pour que, tu vois... que tu vas mettre en place. Voilà, pour que tous les deux, on soit fiers de ce qu'on fait ensemble. Ok. Et au final, vous avez vécu... ça fait 10 ans ensemble et 4 ans en tant que numéro 1, on va dire. Dernièrement, t'as organisé le Stade de France, enfin toi et ton équipe. Ouais. Parle-nous un peu de ce que... Voilà, parce que tour manager, ok, c'est déjà énorme, mais organiser un Stade de France, à quoi ça ressemble, tu vois, dans la logistique, dans
dans le temps, c'est combien de temps à l'avance tu t'y prends Franchement, en termes de temps, pour le coup, cette fois-ci, c'était relativement long parce qu'on l'a annoncé 1 an et demi avant. Donc c'était plutôt correct. Avec lui, on a l'habitude de beaucoup moins. D'habitude, tu vois, et quand on a fait le Parc des Princes, il me l'a dit 9 mois avant, il me dit viens, on fait le Parc des Princes. Ok, let's go. Alors que la normale, c'est 2 ans, 1 an et demi, 2 ans. Toi, quand on dit 9 mois avant, tu te dis ok, ou alors tu te dis mais je lui dis t'es un peu chaud, mais vas-y. Ça se fait, ouais, moi, c'est ce que j'aime aussi chez lui, tu vois, c'est ce côté un peu vas-y, on s'en fout, les codes, les trucs, viens, on y va, on fonce. Et du coup, le Stade de France, 1 an et demi, à notre grande surprise à tous, on a sold out en moins de 5 minutes, 80 000 tickets. Grande surprise ? Ouais. Ok. Non, mais vraiment. Mais vraiment, ok. Parce que moi, je me suis dit, peut-être que tu m'avais envoyé les vidéos et tout. Je me suis dit, peut-être Non, vraiment. On avait un plan marketing. Mais qui s'y attendaient quand même. Mais, non, je t'assure, on avait un plan marketing sur 6 mois. Donc, quand tu vends tout, tu regardes ton équipe et tu dis, merde, on va faire quoi là ? On fait quoi pendant 6 mois ? Ouais, c'est clair. Allez, let's go. On va tous à Bali en vacances. Non, pas du tout. Mais c'est sûr que ça t'enlève une pression en moins parce que du coup, t'as plus rien à vendre. Tu sais, moi, dans ma tête, c'était de la promo, de continuer à être vivant sur les réseaux, même de l'affichage, etc. Là, non, tout est vendu. Donc là, ton budget affichage ? Ouais, ça y est. Ou tu peux quand même le mettre. Non, t'as un budget marketing que t'as économisé. Ouais. Mais du coup, tu te dis, ok, je vais pouvoir m'amuser pour faire d'autres choses. J'ai la chance aujourd'hui d'avoir une équipe, j'ai des bureaux à Paris, donc du coup ce qui a rendu le truc hyper agréable, tu vois. On a eu 1 an et demi pour organiser un événement de 24 heures. Ça reste quand même beaucoup de stress, ou alors toi tu l'as vécu différemment parce que justement déjà cet aspect marketing tu l'as en moins, ton expérience où t'as pu prendre vraiment beaucoup de plaisir. Je pense que c'est l'expérience du coup qui parlait là, c'est-à-dire que je ne vais pas dire que j'ai pas eu de stress, mais j'en ai quasiment pas ressenti. Par contre, oui, une semaine avant, tu es quand même à full dans le truc. Là, quand tu fais un événement au Stade de France, la location du Stade de France commence le lundi pour un événement le samedi soir. Et la prod commence à être montée le mardi, mercredi. Et le vendredi, tu peux commencer à faire des répètes. Donc, ça veut dire 1 jour avant. Donc toi, moi je contrôle pas tout ça. Tu vois, c'est des décisions qu'on a prises tous ensemble. Moi je sais ce que je veux en résultat, mais c'est pas moi qui suis là en train de monter la stage. Tout le côté technique, je contrôle pas. Donc ce qui avant me frustrait et me faisait peur, quand j'ai compris que j'allais rien pouvoir y faire, tu fais confiance aux gens et puis le vendredi quand tout est monté, c'est là où moi réellement je peux commencer mon boulot. Mais le vendredi, ça fait tard quoi, tu vois. Et le vendredi ça fait tard, vraiment avoir confiance dans les gens. Après t'as pas le choix, t'es pas technicienne non plus, tu dans vois, les gens et dans la météo, parce qu'il y avait aussi le facteur météo. La météo, on a un stade à ciel ouvert. Ça c'est quand même le truc où moi j'ai organisé un tournoi de basket à Mulhouse, la météo, je l'ai en plus à Mulhouse, mais qu'est-ce que tu fous à Mulhouse? Je l'ai checké 6 mois à l'avance et je me disais mais à comment je te dis, je pensais à toi à chaque fois, je me disais mais comment ils font pour organiser des trucs en extérieur. Vraiment tu pries. Parce que là, il pleut, ton événement, tu le fais quand même, alors il y a des degrés de pluie. Si c'est une pluie plutôt light, après ça dépend de la technique que tu as. Il y a des trucs aujourd'hui quand même que tu peux abriter facilement et il y a des trucs qui peuvent prendre l'eau aussi et c'est pas grave. Bon, par contre, si tu as un orage, là tu es obligé d'arrêter. Et donc il y a quelqu'un qui doit... Bon là, vraiment, tout s'est bien là on a eu un beau temps, c'était trop bien. L'after à Bercy après. Incroyable. Tu nous as fait venir sur scène, je me suis dit, l'effet, tu vois, l'engouement, le truc quand tu rentres. T'as eu l'effet, d'ailleurs, j'attends le jour où tu m'amènes milieu de terrain. Pour jouer. Pourquoi pas, écoute, à Mulhouse, je peux le faire. Attention, on parle pas trop vite. Le maire de Mulhouse. Et concrètement, maintenant, donc, t'as une star comme DJ Snake. Je pense que ça prend énormément de temps de devoir gérer quelqu'un comme ça. Bien sûr, ça te fait aussi beaucoup de lumière, de pub, etc. Ouais. Est-ce que des fois, il n'y a que du bon? Ou alors, on peut aussi se dire, tu vois, c'est l'agent seulement d'une star et elle n'a pas forcément le temps pour prendre... c'est rigolo, en France, vous dites agent. C'est manager, parce que agent, nous, c'est un autre... Manager, moi, je vois le gars... ouais, c'est pour ça, ouais. Mais alors, pour le coup, dans notre métier, le manager, c'est vraiment la personne qui gère la carrière globale de l'artiste. Et l'agent, c'est le booker, c'est-à-dire celui qui book les dates, les shows. Manager. Ouais, c'est pas grave, je te reprends pas. Girl boss, je veux dire.
Ah, tu me disais quoi? Je sais même plus. Je disais, est-ce que du coup ça bloque par rapport à d'autres artistes ou tu aimerais peut-être en avoir peut-être plus ou... Ouais, j'ai eu le temps d'ailleurs, tu vois. J'ai eu envie. D'ailleurs, j'en ai un autre, j'en ai deux. Hein. J'ai DJ Snake et Trim, qui est un jeune qui fait de la art techno, qui est ultra cool et qui est en train de bien percer. J'aurais envie, oui, mais non. Temps, non, ouais. Non, impossible. Ouais. C'est un job full-time. Hein. Ouais. Ça te prend beaucoup de temps, d'énergie. Ouais, c'est... mais sincèrement, j'aimerais beaucoup. Hein, mais après, tu vois, il faut que ce soit un profil aussi qui me plaise. Avec l'âge, t'apprends à sélectionner. Bien sûr, ouais. Bien sûr. Il y a plein, hein, je reçois plein de messages de jeunes que j'adorerais aider, mais je peux pas. C'est... Ouais. Et t'arrives aussi à... Ton emploi du temps, il te permet de couper des fois aussi quand même, ou c'est vraiment... tu vois, toute l'année. Tu me poses la question, on est parti en vacances J'allais te le dire, je vois encore ta tête sur le bateau. Mais je me suis dit, peut-être ça, c'est une fois, tu vois. Peut-être que pendant l'année, t'as des périodes un peu plus light, mais quand sur le bateau, t'as pas de réseau... Je suis manger plusieurs fois chez toi. Voilà, tu vois. Hein, t'as pas de réseau pendant 15 minutes et tu te dis, ah cool, je vais pouvoir couper, que tu rallumes le truc et t'as 45 WhatsApp en même pas 15 minutes. C'est vrai que tu vois, ça c'est drôle, mais à chaque fois, je me fais la réflexion quand, tu sais, il y a eu parfois des bugs WhatsApp où ça marche pas pendant une demi-heure et t'as tout le monde qui est en panique et moi, je suis là en mode, yes. Ouais. Non, mais ça te fait stresser ça des fois de te dire c'est vraiment... Avant, je faisais des angoisses de manquer quelque chose. Okay. C'est-à-dire que, tu vois, genre je prenais un avion d'1 heure pour faire, je sais pas moi, Paris-Ibiza, et je me disais non mais je veux pas être en ligne pendant 1h30, là il va se passer quelque chose, je vais louper quelque chose, etc. Aujourd'hui, non, ça y est, c'est bon. Enfin, on sauve pas des vies, je suis pas médecin, je suis pas... je dois déconnecter 2 heures, 3 heures, 4 heures, je serai déconnecté. Il faut aussi que les gens comprennent que quand tu réponds yes, no, yes, oui. c'est pas que tu les aimes pas, c'est juste qu'au final... C'est juste qu'au final... soit si tu demandes un truc vraiment... Tu parles encore en connaissance de cause. Non, franchement, moi, tu me réponds vraiment avec plus que 3 mots. Ah, merci. Donc, je prends ça avec beaucoup de respect, tu vois. Et on parlait d'autres talents, tu vois. Dans le basket, t'as les stats, t'as dans le sport, voilà, au bout d'un moment, t'es bon, t'es pas bon. Tu peux être un imposteur quelques années, on va te voir. C'est compliqué, ouais. Vous, c'est compliqué. Sur les, tu vois, même s'il y en a qui arrivent. Hein. Mais... Des noms. Mais je me suis toujours demandé, tu vois, que ce soit même sur les acteurs, dans le monde de la musique, je me dis en fait, alors peut-être que j'ai vraiment pas l'œil et j'ai clairement pas l'œil, mais entre cette personne et cette personne, des fois, je vois absolument rien, tu vois. Je te dis une bêtise, je regarde The Voice, ça passe en fond, j'ai l'impression qu'ils sont tous pareils. C'est tous les mêmes. C'est les réseaux. Les filles, elles sont jolies. Ouais. Pourquoi lui et pas lui, tu vois, qu'est-ce qui fait, toi, que tu vas te dire plutôt un talent et pas l'autre? Moi, je vais beaucoup au feeling. Je vais pas te parler d'intuition et tout ça, même si c'est un truc qui, moi, m'intéresse beaucoup. Mais je vais beaucoup au feeling. C'est-à-dire que même dans mes rencontres amicales ou pro, tu vois, pour mes bureaux, j'ai dû faire des entretiens, etc. Et il y a des gens, à peine ils rentraient, ils n'ont même pas besoin de parler. C'est non. Mais c'est personnel. Hein. Après, tu vois, chacun... c'est pareil avec les artistes. Tu vois, comme je te dis, je reçois beaucoup de messages de jeunes sur les réseaux qui me disent « Ouais, je suis en train de commencer à faire de la musique, j'aimerais bien que tu me manages, etc. » C'est non. Et tu vois, Trim, avec Snake, du coup, on en parlait. Il me dit « Regarde ce jeune et ça. » Et j'ai eu un truc qui m'a dit « Ouais, vas-y, viens, on y va. » Faut y aller. Lui, je sais pas, il y a eu un truc. Donc humain, vraiment. Ouais, c'est... Parce qu'il est bon dans ce qu'il fait, mais il y en a d'autres qui t'ont peut-être contacté qui étaient aussi bons. Qui sont aussi bons, sûrement. Ouais. C'est ouais, je pense qu'on fait des métiers où c'est tellement de temps et de proximité, parce qu'au final, on passe quand même beaucoup de temps ensemble, que tu es obligé de sentir un truc qui passe. Sinon, laisse tomber. Donc tu pourrais pas manager un artiste talentueux, mais ouais, tu pourrais pas manager. Tu pourrais pas manager un gars talentueux mais invivable, quoi. Non. Après, ces gens-là ont du caractère. Tu vois, il y a invivable et invivable. Enfin, je veux dire. Si t'es invivable mais que t'es talentueux et que t'as quand même envie de faire de belles choses, allez, vas-y, on trouvera peut-être un truc au milieu. Mais oui, forcément, non. Si c'est un mec qui est con et qui est con tout le temps, non, pas du tout. Et comment toi, au final, tu qualifierais ta personnalité? Voilà, je te connais comme ça, mais dans le
t'es sûrement pas pareil avec les gens quand tu vas dans un rendez-vous qu'avec tes amis, tu vois. Mais pareil, j'ai la réputation d'être assez dur. Je sais pas pourquoi. C'est vrai? Ouais. J'adore. Ah ouais. C'est vrai, il y a plein de gens qui me disent on a entendu parler de toi et tout. Ça rigole pas. Hein. Ok. J'ai encore mangé personne, mais non, tranquille. Mais peut-être. Mais ouais, je pense que oui, dans le taf, effectivement. Et puis quand t'as un artiste comme DJ Snake, tu peux pas aller faire n'importe quoi. Enfin, et puis même dans ma vie perso, c'est-à-dire que tu me verras pas sur les réseaux en train de faire la débile, à m'afficher ou tout comme ça. Enfin, à un moment donné, t'as un statut, je suis sûre que t'es pareil. Tu vois, il y a des choses que t'acceptes de faire voir et d'autres que tu gardes pour toi en privé. C'est pareil en fait. Et enfin, je sais pas, c'est une question, des valeurs. Non, mais c'est vrai que dans le côté dur, tu sais, une fois on avait fait une réunion chez toi. Enfin, une réunion. Ouais, je t'avais juste posé des questions pour ce que je veux faire. Et tu m'avais dit, bon, par contre, maintenant, tu vois, sérieux, quoi. Et je dis, ok, pas de souci. Et là, franchement, en 25 minutes, tu t'es transformé. Ouais. Tu vois, dans ton visage, dans tes intentions et tout, c'était plus, on pouvait rigoler 10 minutes avant. Bam, bam, bam. Mais moi, ça, j'adore. Enfin, tu vois, 25 minutes, tu vas droit à l'essentiel. T'appelles un chat un chat, ton idée, elle est nulle. Tu dis, écoute, ton idée, elle est nulle. Et pas commencer à dire... mais c'est dur, tu sais, de trouver. C'est dur de trouver des gens qui sont sur ta même onde d'exigence. Ouais. Aujourd'hui, c'est quasiment impossible. Moi, je vais pas citer des noms, mais tu vois, j'ai bossé avec plein de jeunes où tu te dis, mais non, c'est pas chez moi, quoi. Moi, je veux des gens, en fait, je veux pas me jeter des fleurs, mais tu vois, ce que Amy avait dû à l'époque voir en moi, c'est-à-dire que quelqu'un qui connaissait pas forcément le métier, mais qui voulait être là et qui voulait apprendre. Aujourd'hui, c'est très dur de trouver des gens comme ça. Et toi, donc, manager, manageuse ou manager d'ailleurs? Les deux. Allez. Ouais. Girl boss. Bah ouais. T'es quand même au final l'image de ton talent. Quand tu vas devoir dealer avec des gens, par exemple, que t'aimes pas forcément, mais tu sais que tu peux pas non plus, tu vas forcément dire tout ce que tu veux ou tout ce que tu penses pour pas fermer des portes. Tu fais attention. Hein, comment t'arrives des fois à... je veux pas dire que c'est des techniques, mais tu sais très bien que c'est comme, ça doit être un peu comme la politique. Ok. C'est politiquement correct. Tu rentres dans une pièce. Moi, en général, quand je deal, je sais exactement ce que je veux dire, comment je vais le dire, et je me suis fait quelques schémas. C'est-à-dire que si on me répond avec A, B ou C, je dirais ça, ça ou ça. Tu prépares à l'avance? Ouais, je prépare à l'avance. Okay. J'y vais jamais en YOLO. Je sais plus ou moins... En fait, je sais là où je veux aller et je me suis fait les schémas de s'il dit ça, s'il dit ça ou ça. Okay. Comment je vais m'en sortir. C'est intéressant ça de voir même les mauvais scénarios au cas où si ça se passe bien mal. Bien sûr. Mais et encore une fois, c'est un peu comme tous mes choix de carrière. C'est que je savais plus ou moins comment j'allais y aller, mais l'important c'était de savoir où je voulais aller. Si tu sais pas où tu vas, je vois pas comment tu peux... ça paraît hyper bateau, tu sais, des livres d'inspiration, mais c'est tellement ça. Ouais, mais ce qui est moins bateau, c'est le fait de se faire des scénarios aussi négatifs. Souvent, les gens, ils se mettent que l'option A. Ah ouais, tu sais, en mode tout va bien aller, je vais aller dans le truc, mais par contre, dès que ça commence... Mais tu sais, la visualisation, c'est un peu pareil. Mais mec, moi, c'est l'inverse. Moi, je me fais tous les scénarios les plus négatifs. Et je me dis, bingo, si c'est la bonne qui passe. Ça passe, tant mieux. Ouais. Mais tu sais, la visualisation, souvent, on en parle dans le sport et tout, et les gens, ils se disent, ouais, la visualisation, mais moi, ça n'a pas marché. Oui, mais en fait, si tu te fais que le scénario où tu marques tous tes shoots, c'est sûr, quand t'en as loupé 2, tu te dis, ça marche pas. Ça marchera pas. Si tu commences à te faire les mauvais scénarios, ça marche aussi. Oui, moi, j'ai pas fermé les yeux il y a 15 ans en me disant, je vais remplir un Stade de France en 5 minutes, et non, je sais pas comment c'est pour ça. C'est pas pareil. Et tu vis aussi avec Mathieu, donc basketteur professionnel. Quand tu es rentré dans ce milieu du basket, enfin, je vais dire sport, mais basket, qu'est-ce que tu as pensé de ce milieu? Tu avais des attentes par rapport à ça? Non, pas d'attente, pas du tout. Au contraire, moi, en fait, tous les gens qui font des métiers par passion, parce qu'au final, vous êtes quand même des passionnés, ça me fascine déjà. Et du coup, quand j'ai rencontré Mathieu, je connaissais pas du tout le basket, quasiment, enfin vraiment, pas du tout même. Et défaut professionnel, je veux tout savoir. Mais vraiment tout. Ça veut dire que raconte-moi, je veux connaître toutes les règles. Comment tu fais pour passer d'un club à un autre? Est-ce que tu as un manager? Du coup, j'ai rencontré le milieu d'agents. J'ai appris que dans un club, tu as un président, un GM, un coach, un assistant, etc. Je crois que j'ai dû passer notre première année de rencontre à lui poser peut-être 250 000 questions. Sur le basket. Ouais, où il me disait, mais qu'est-ce que tu as derrière la tête là? Je dis, non, j'ai aucune envie de racheter un club pour l'instant. Pas Mulhouse, Nico, calme-toi. Allez, let's go.
Mais par contre, le métier d'agent, ça m'a... Enfin, voilà, T'es chauffé. Ouais, c'est intéressant. Mais t'as des vrais skills de vente. On a parlé de ton père, plus toutes les années d'expérience maintenant à dealer des contrats autrement plus importants qu'un basketteur français, tu vois. Maintenant, est-ce que maintenant tu prends un joueur? Tu connais un peu le joueur, hein. Tu connais un peu le joueur, tu connais un peu les clubs, tu pars pas non plus de 0-0, oui, mais sur une échelle de 0 à 10, t'es à 3. Certain. Tu le trouves un bon deal? C'est sûr. C'est sûr? Ouais, à Mulhouse. Ça, je suis à 2 doigts de... Mon agent, il est passé dans la saison 1, je suis à 2 doigts de le virer là. Tu décolles, mais tu sais que je me suis acheté et te dire d'appeler le Real Madrid pour voir si ça passe. Tu sais quoi, on y va au Barça là. Plutôt. Mais tu sais que je me suis carrément acheté le bouquin Comment devenir agent et tout. Mathieu me regarde et il me dit mais qu'est-ce que tu fais? Non, je veux juste m'informer, je trouve très intéressant ce métier. Pourquoi pas un jour... Non, je rigole. Ça reste vraiment un métier... Non, mais pour moi, la vente, c'est des skills de vente. Justement, savoir si pour toi, tu peux les retranscrire partout. Mais, sincèrement, je pense que je pourrais. Après, il y a une grosse formation à faire, je crois. Oui, non, mais après ça... Tu l'aurais, il faut juste la passer. Mais tu vois, Mathieu, à chaque fois qu'il change de club, donne-moi ton contrat, je regarde. Ouais. Et tu vois, et j'aurais envie de renégocier des trucs, tu vois. Mais bon, après, il me dit, je suis pas. Ouais. Mais du coup, est-ce que tu vois des fois dans le contrat des trucs où tu te dis, mais c'est pas possible, quoi. Ouais, c'est plutôt banal, hein, vos contrats, hein, sans vouloir. Ouais, non, mais mais justement. Nos contrats, ça fait des 70 pages. Mais est-ce que toi, tu vois des trucs où tu te dis, mais c'est n'importe quoi. Sincèrement, c'est ce que je te dis à Mathieu, je lui dis, attends, mais là, il aurait pas dû y avoir ça, ou là, tu pourrais pas dealer ça plutôt. Alors, il me regarde gentiment, il me dit, allez, fais ton métier, je fais le mien. Laisse-moi tranquille. Ouais, laisse-moi. Et d'ailleurs, c'est un peu de la déformation professionnelle. Quand tu arrives à un match, toi qui es dans l'événementiel, tu vois. Ah non, mais ne me parle pas de vos matchs. Si, je vais te parler de nos matchs. Qu'est-ce que tu te dis quand tu arrives dans un match de basket? Tu te dis, tu es déjà allé voir des matchs NBA. Je sais pas si en NBA tu non, on va pas comparer avec la NBA, mais c'est sûr que parce que souvent c'est oui, mais on n'a pas les moyens, on n'a pas ci, on n'a pas ça. Au-delà de ça, est-ce que tu penses que même si t'as pas les moyens de la NBA, il y a pas mieux à faire du côté? Il y a mieux à faire, c'est sûr, c'est certain. Et en plus, quand je vois que tout, parce que pour le coup, Mathieu a fait des clubs où vraiment les salles étaient remplies. Tu te dis, mais attends, mais il y a quand même, je sais pas, c'est quoi, 4-5 000 personnes entre 5 et 6 000 à Limoges, par exemple. Donc tu te dis, bon, les gars, il y a quand même des choses à faire. Et puis il y a des trucs à donner aux gens qui viennent vous voir. Tu vois, moi je trouve ça hyper mignon. Tu as des familles qui viennent avec leurs enfants. Je pense qu'à tout moment, ils sont même pas passionnés de basket, mais ils viennent juste pour passer un moment en famille. Et je pense qu'il y aurait quand même des petits trucs à leur faire vivre un peu plus sympa. Et oui, effectivement, moi je regarde partout. La première fois que je suis rentrée dans une salle, j'étais là en mode... Ah ouais, ok, ça marche comme ça, tac, tac, ça a dû coûter tant. Ah, les partenaires, ok. La sono. Je te fais un budget en 3 minutes. Ouais. Je rigole. DJ Snake qui passe, un stream. Non, oui, si, bien sûr, effectivement. Dès que j'entends le son, je me dis, ah, allez, ok. La SACEM, un petit stream. Ça. Et d'ailleurs, tu sais, on parlait d'agents qui se font un peu mousser. Tu vois, souvent, des fois, il y a des agents qui... Tu vas sur les sites de basket l'été, il y a marqué, lui, il aurait pu signer au Real Madrid, alors que tu sais que le mec, il a le niveau N2. Ouais. Clairement des agents qui font semblant, qui appellent les journalistes pour faire mousser les joueurs. Est-ce que dans ton milieu, il y a aussi des techniques comme ça pour... Je vais me la raconter de dingue. Hein. Mais j'ai pas besoin de le faire. Fais-moi rêver. J'ai vraiment pas besoin de le faire. Parce que pour le coup, nous, là, ça fait quelques années où il est au top. Du coup, par son biais, on est au top. Et que j'ai pas du tout besoin de faire mousser. Ok. Non, là, on est à un truc où les opportunités nous viennent. Après, encore une fois, je te parle de cycle, tu vois, ça va, ça vient, etc. Peut-être qu'à un moment donné, il y aura un petit creux et il va falloir trouver des techniques et je pense être prête. Mais là, en ce moment, j'ai la chance de pas avoir besoin. T'avais un petit jeune, genre démarre à zéro. Et un petit jeune, alors je veux pas dire trim parce que bon, il est jeune, etc. Mais ça fait un moment qu'il bosse. Pour lui, j'utilise mon expérience. Tu vois, aujourd'hui quand je parle, mais je dis pas ça en me la racontant, hein, vraiment pas du tout. Mais les gens, de par ce que j'ai fait, vont m'écouter. J'ai une espèce de petite crédibilité qui fait que si je viens avec un artiste et que je dis si j'ai décidé de signer ce mec-là, c'est parce que j'y vois un futur, on va peut-être un peu plus m'écouter que quelqu'un d'autre. Donc du coup, je vais utiliser ça. Okay. Mais par contre, non, je viendrai jamais vendre un truc si y avait pas, si ça valait pas le coup derrière.
Ok. Pour finir l'épisode, quelques petites questions un peu plus perso. Si maintenant, je pense que t'en as un paquet, mais si tu devais retenir ta plus grosse fierté, ce serait quoi? À part ton entretien réceptionniste à Ibiza. Non, et je vais être hyper bateau, mais c'est de voir la fierté dans mes proches. Ok. Ouais, c'est pas un seul moment. Si, forcément, le Stade de France, tu vois, quand t'es assise le vendredi soir à minuit, et que la stage elle est montée et que tu dis, demain, là, il y aura 80 000 personnes parce que ton artiste et le boulot que t'as fait avec ton équipe t'a mené jusqu'ici, ouais, tu repenses à tes années de lycée où tu te faisais chier et que tu n'avais pas envie d'étudier. Et, tu te dis, finalement... J'ai bien fait de pas étudier. J'ai bien fait de pas étudier. Non, pas ça, mais finalement, c'était pas si merdique que ça, quoi. Mes choix, ça n'a peut-être pas été les meilleurs au début, mais finalement... Ouais. Et ta mère, du coup, maintenant, qu'est-ce qu'elle en pense de tout ça? Ma mère, elle est fière, mais les mamans, elles ont une mémoire incroyable. Ouais. Parce que c'est la première à te rappeler les erreurs que tu as fait à 20 ans. Mais en même temps, on la comprend et bon, ouais, on la comprend. Vu la carrière, elle doit aussi penser, heureusement qu'elle m'a pas écouté. Non, je sais pas. Mais la fierté, vraiment, je crois que c'est le plus beau de mes cadeaux. Vraiment dans tout le monde, tu sais, quand ils te regardent, puis en plus ils adorent, tu vois, ils étaient tous là au Stade de France, ouais. Et t'as des gens qui, je sais pas, peut-être qu'ils attendaient qu'une chose, c'était de voir les célébrités qu'il y avait là. Moi, c'est de voir mes nièces qui ont 9 ans en train de danser sur DJ Snake. Ouais, exactement, la joie à l'état pur. Ça, c'est mon kiff, ouais. Et la plus grosse galère, mais galère à la rigueur que t'as, soit galère tout court, ou soit que t'as réussi à retourner ça a été de me retrouver sans taf et sans trop savoir ce que j'allais faire. Plein de fois au final, ouais. Ça, c'est aujourd'hui, c'est un de mes plus... Enfin, pas mes plus gros atouts, mais ouais, si. Quand je parle avec des jeunes, c'est qu'ils disent « Ouais, mais vas-y, j'y arrive pas, etc. » Mec, allez, je vais encore faire la vieille. Mais... c'est pas parce que tu n'y arrives pas une fois, 2 fois, 3 fois que ça veut dire que tu n'y arriveras jamais. Moi, je pense que c'est la vraie confiance en soi. Ouais. C'est le truc de se dire, même quand c'est vraiment, t'es au fond du trou, je te dis pas tu vas sourire le soir même, mais au fond de ta tête, te dire je sais pas comment, mais je sais arriver. Pas quand, mais je sais que ça va aller au final. Et sincèrement, c'est le truc, ça n'a jamais quitté ma tête. Et c'est un truc que mon père m'avait dit, je crois que je devais avoir 15, 16 ans. On était dans sa voiture, ça c'est un truc de dingue, et il me dit, tu sais Julie, si un jour moi j'ai plus tout ça, là, les voitures de fonction, etc., le boulot, et qu'il me reste 50 € dans ma poche, j'achèterai un seau avec du produit pour laver les vitres des voitures au feu rouge, mais je serai jamais sans rien faire. Là je me dis, mais qu'est-ce qu'il est en train d'essayer de m'apprendre en me disant ça? Qu'au final tu peux toujours te retourner, quoi. Ouais, qu'il faut pas rester sans rien faire. Ouais. Tu vois, c'est un peu... Ouais. Et si t'avais une anecdote, enfin, tu en auras plein, mais que tu peux sortir, hein. Je pense qu'il y a plein de trucs que tu peux pas sortir, mais... Mais de quel genre? Tu veux quoi comme anecdote? Allez, vas-y. Coachella, en 2019, on fait venir Selena Gomez, Ozuna et Cardi B pour faire Taki Taki sur scène. Et... Selena arrive la première, magnifique, à l'heure, etc. Elle est sur scène et on ne sait pas ce qui se passe. Elle fait une espèce de pas de crise ou une crise d'angoisse ou j'en sais rien, mais elle décide de partir avant de faire la performance. Ah ouais. Et donc moi, elle passe devant moi et je vois qu'en fait elle va partir et toute son équipe me regarde et me dit non mais ça va pas, parce qu'elle avait pas fait de scène depuis des années. Okay. Et ça va pas et elle part. Oh, alors je lui dis non mais c'est une horreur là, qu'est-ce que vous me racontez, genre c'est pas possible. Et là t'avais Snake était en train de jouer son son, lui trop contente de se dire bah ça y est, dans 2 minutes on fait la surprise à Coachella où on ramène les plus grosses stars du moment. Et là moi je la vois partir, je me dis oh, non, il faut absolument qu'on la retienne, etc. Et t'as Ozuna qui arrive et qui lui n'a aucune idée qu'elle est en train de se barrer et qui la voit et qui lui fait mon amour, machin truc, il commence à discuter, il la prend dans ses bras, ça dure moi j'ai eu l'impression que ça dure un quart d'heure, ça a dû durer 1 minute. Et en fait il l'emporte avec lui dans son élan et elle revient sur scène. Et
personne n'a jamais su ce qui s'était passé, mais moi, pendant 5 minutes, j'ai cru que ah ouais, c'est la grosse surprise allait être le plus gros flop de l'histoire. Voilà. Bon, personne ne l'aurait su vu que c'était une surprise. Personne ne l'aurait su, mais quand même. Mais toi, tu t'es dit, ça aurait été quand même dommage. Et les frais que ça avait quand même... coûté. Ouais, quand même. Ah ouais, faire venir 3 grosses stars mondiales, c'est pas rien. Au final, toi, t'es quand même quelqu'un de... T'es peu exposé. Ouais. T'as jamais voulu... tu vois, actuellement, il y a une série là, sur Netflix sur une manageuse que j'ai vu passer. Toi, t'as jamais voulu aller plus loin, prendre un peu la lumière devant l'artiste, tu vois? Non. Ah non, devant l'artiste, jamais la vie, t'es fou, quoi. Là, des fois, c'est un peu ce qu'on voit, quoi, tu vois. Non, oui, c'est vrai que ça se fait beaucoup, les managers qui prennent pas plus, mais autant la lumière que... Non, pas du tout. Moi, je veux être connue de mes potes et de ma famille et dans le milieu pour faire mon boulot correctement. C'est tout ce qui m'importe. Non, pas du tout. Et qu'est-ce que tu veux maintenant? C'est quoi la suite pour toi? T'as encore plein d'ambitions? Ouais. Ou alors tu arrives à un niveau où tu es plutôt à chercher tu vois, le mix entre vie de famille, vie de couple. T'es malade si tu me voyais. Encore aller, toi, je sais que le soir, tu fais de la méditation. Moi, le soir, je fais des business plans. Là, j'en fais de plus en plus. Mais... non, je sais pas si c'est encore une fois une question d'âge ou quoi, mais si, moi, j'ai sans cesse envie d'innover, de faire des trucs, etc. Après, encore une fois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a ce truc de temps qui me manque. Mais non, moi, on parle, on peut avoir des idées de cas de business, tu le sais très bien, parce qu'on le fait ensemble. Non, j'ai envie de faire plein de choses. Après, encore une fois, c'est de faire les bonnes rencontres et le bon timing. Je suis pas du tout, tu sais, il y a plein de gens qui, à mon âge, auraient déjà créé 4 sociétés, fermées, 4 sociétés aussi, qui auraient acheté, je sais pas, 50 trucs. Moi, je suis pas du tout là-dedans. Encore une fois, je m'écoute beaucoup. Et puis j'apprends aussi beaucoup de moi, tu vois, je suis pas la même qu'il y a 10 ans, je serai certainement pas la même dans 5 ans, donc je fais pas des moves pas réfléchis. Mais là je suis à un moment où j'ai envie de encore passer. Ouais. Bon bah écoute, Julie, merci pour l'épisode. Merci pour l'épisode. Si en tout cas tu as vraiment envie d'aller sur la Lune et d'aller dans un projet sportif hors du commun, c'est à Mulhouse que ça se passe. Okay. Et si tu as une idée de business, de toute façon, moi je continue à réfléchir. Allez, pas de problème, c'est ce que je disais ce matin à Théo. Là, je disais, de toute façon, j'ai dit Julie. Non, c'était à Samy ou à Théo. Un jour, on fera un truc ensemble. Je disais, avec Julie, il faut que je fasse un truc. Ouais. Et je sais plus qui me dit ça. Il me dit, mais elle a pas envie d'être ton manager. J'ai dit, mais tu crois qu'elle en a quelque chose à faire Non, c'est bon, t'as un contrat jusqu'en 2050. C'est bon, toi. Bon, bah, super. Bonne continuation, Julie. Merci, encore merci Nico. beaucoup. Merci à toi. Ciao.